Bienvenue à ce webinaire. Je suis Alice Piacibello et avec ma collègue Inès Turki, nous sommes chargés de projet au sein du pôle Jardiner autrement à la Société nationale d'horticulture de France. Nous avons organisé cette série de webinaires pour montrer aux jardiniers qu'il était possible à petite échelle d'agir en faveur du climat. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&R et pour tout autre échange, utilisez l'onglet chat ou converser. La session d'aujourd'hui concerne le changement de regard des jardiniers. Alors, qu'est-ce qui est sous-entendu par ce changement de regard? Depuis l'interdiction d'utilisation des pesticides par les jardiniers, il a fallu s'adapter. L'approche du jardinage a changé et l'utilisation de ces produits a aussi été modifiée. Les habitudes de la plupart des jardiniers ont dû être modifiées et par cette modification, c'est leur regard qui a été modifié principalement. Ça va être le regard porté sur les mauvaises herbes, l'utilisation du paillage, le compostage et la place de plus en plus importante accordée à la biodiversité. Les jardins ont changé. Aujourd'hui, deux intervenants se succéderont. Tout d'abord, Yvan Sache, professeur à AgroParisTech, qui abordera ce sujet d'un point de vue théorique. Et ensuite, Anna Pochet, lauréate du concours Jardiner autrement, et jardinière à Marseille, dans les quartiers nord. Elle est responsable d'un jardin pédagogique pour Jardino et elle vous proposera une approche plus pratique. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans l'onglet Q&R et nous les compilerons et nous les poserons à la fin des deux interventions. Voilà. Yvan, c'est à vous. Merci de me consacrer un peu d'attention à cette heure un peu inhabituelle, donc j'espère que je ne vais pas vous couper l'appétit. Donc, je m'appelle Yvan Sage, je suis déjà intervenu plusieurs fois dans les sites de la SNHF, ça fait toujours beaucoup de plaisir. Donc, comme je rappelle à chaque fois, moi personnellement, je n'ai pas de jardin. Bon, j'habite à Versailles, qui est quand même une cité-jardin, on peut dire en quelque sorte, en général moins beau qu'à Marseille, hélas, que je connais bien aussi. Donc, dans le cadre de ce cycle, aujourd'hui, j'ai essayé de me caler par rapport, j'ai vu qu'il y a d'autres intervenants qui vont vous parler de l'eau, qui vont vous parler de la protection phytosanitaire, donc j'ai essayé de me glisser, de voir cette question de changement climatique. On parle d'atténuation maintenant, on a bien compris qu'on n'allait pas revenir en arrière, mais au moins essayer d'en atténuer les effets, de faire que ça aille mieux. Et les jardiniers peuvent se demander quel rôle ils peuvent avoir à faire là-dedans. Se dire, de toute façon, c'est des dynamiques à l'échelle mondiale, continentale. Nous, en tant que simples jardiniers, ça ne nous concerne pas vraiment. Donc, comme l'a dit Inès, le but de tout ça, c'est de bien vous montrer que toute action locale, c'est peut-être une goutte d'eau, c'est peut-être un battement de colibri, mais ça peut contribuer. Donc, je vais vous parler de cycles et de régulation, essentiellement d'échanges gazeux, pour vous montrer que votre jardin, il contribue en fait aux grands cycles biogéochimiques qui font fonctionner notre planète. Et dans une deuxième partie, je vous donnerai un exemple quand même pour montrer comment on passe du théorique au particulier. Donc, un exemple de situation réelle qui n'est pas tout à fait du jardinage, qui est plus proche de l'agriculture, dans lequel on arrive à mettre en place un certain nombre de mesures qui font que des pratiques ont changé pour le bien à la fois des personnes qui pratiquent cette agriculture et pour l'environnement. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Le diaporama n'est pas très long. Donc, on va se replacer quand même dans le cadre des services écosystémiques. Alors, je sais, c'est quelque chose qui est très rebattu, on en parle tout le temps, mais vous faites partie, dans le monde, tout le monde fait partie de cet écosystème, notre planète écosystème, notre Gaïa. Donc, les services écosystémiques, c'est des notions qui datent du début du XXIe siècle, qui commencent maintenant à être bien acquises. Donc, tout écosystème a des fonctions de base, donc avec ses cycles de nutriments, de formation de sol. L'écosystème, il existe en lui-même et il rend des services. Donc, un service qui est bien rendu, c'est qu'un système fonctionne bien. On définit trois types de services. Donc, traditionnellement, un service d'approvisionnement. Donc, traditionnellement, un jardin, une agriculture, ça sert à produire de la nourriture, à produire des fibres, à produire du bois. Donc pendant longtemps, on s'est intéressé qu'à ça. Et donc on a beaucoup exploité l'environnement naturel, on l'a surexploité en négligeant les autres considérations. Alors vous avez la composante essentielle des services culturels, donc là on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais il est évident pour vous que vous êtes bien dans vos jardins. En général, on est bien dans un jardin, même dans sa diversité. Des fois, on voit en se promenant des tout petits jardins qui ont l'air un peu miteux, mais on se dit, les personnes qui font ça, ils sont contents de le faire, donc
Ça rend des services qui sont esthétiques, qui sont spirituels, qui sont éducatifs, qui sont récréatifs, qui sont très difficiles à quantifier, et j'ai envie de dire tant mieux qu'on ne peut pas monétiser. Et puis, vous avez ce dont on va parler aujourd'hui, qui sont les services de régulation. Donc là, c'est des notions plus récentes. On s'est rendu compte que notre écosystème, il était influencé par le climat, par exemple, mais qu'il influençait aussi. Donc vous avez la régulation du climat, l'épuration des eaux, l'effet sur les maladies. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le climat. Donc pour la suite d'intervention, j'ai mis des codes couleurs. L'approvisionnement, je l'ai mis en vert, la culture en rouge et la régulation en bleu. Et là, vous avez le schéma qui vous montre que les bénéfices tirés des écosystèmes en lien avec le bien-être de l'homme, en fait, le schéma, il n'a pas grand sens. Vous mettez les trois grandes catégories, le climat au milieu. En face, vous mettez les composantes de notre bien-être, donc qui sont la sécurité, la santé, les bonnes relations sociales, la bonne vie, et vous vous rendez compte que dans ces trois domaines, on a besoin de tous ces composants. Donc tout est lié en fait, tout interagit. Ce graphique, il ne veut pas dire grand-chose, puisque de chaque boîte, vous avez des flèches qui partent et qui vont atteindre chacune des autres boîtes, qui vous montrent bien que notre bien-être collectif, le bien-être collectif, il est lié de cette compréhension globale du service écosystémique. Et on peut dire que votre jardin, c'est un micro-écosystème à une toute petite échelle dans lequel vous avez tous ces services qui sont rendus et dans lequel vous avez énormément de composantes qui interagissent. Donc, pour ce qui est des plantes et du climat, donc là, j'emprunte une jolie figure, une illustratrice, Caroline Coeli, qui vous montre le cycle en fait Donc, pour l'instant, on va faire comme si les plantes n'avaient pas de racines. On verra après que c'est important. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'air? On est dans des échanges gazeux entre les plantes tout le temps, entre l'environnement, le soleil, la pluie, le vent, et on a deux éléments qui sont vitaux, donc à la fois pour les plantes et pour l'ensemble de l'écosystème, qui sont le carbone et l'eau. Donc deux éléments dans lesquels il n'y a pas de vie. Je vais me focaliser là-dessus, mais il y en a évidemment bien d'autres. Et les plantes réagissent par rapport à ces éléments, donc pas tout à fait comme nous. Nous, on boit de l'eau, on mange du sucre, on respire, on recrache la vapeur d'eau. Les plantes, il y a deux processus biologiques essentiels qui sont la photosynthèse et l'évapotranspiration, donc ce qui leur permet de produire. Là, on est vraiment dans le vert, dans la production primaire. Alors, la compréhension de ces cycles, c'est très compliqué, c'est de la physique, donc c'est une discipline qui autrefois s'appelait l'agrométéorologie, c'était vraiment essayer de comprendre le microclimat, comment ça fonctionne autour d'une culture. Après, c'est devenu la bioclimatologie, donc en disant, c'est pas seulement de la météorologie, il y a la compréhension des grandes dynamiques climatiques à des échelles planétaires. Maintenant, ça s'appelle la physique de l'environnement, parce qu'on a encore élargi cette optique pour dire notre environnement, c'est un tout, et tout ce qu'il y a dedans, c'est de la physique. On pourrait y mettre aussi de la chimie. Donc, on va commencer calmement. Ça y est. Par la photosynthèse, donc la photosynthèse, ça tient en une équation. Je vais détailler un peu, il ne faut pas se laisser impressionner par ces chiffres. Donc, on part de dioxyde de carbone, donc ça, il y en a partout. Il y en a beaucoup dans l'atmosphère, donc de plus en plus, hélas, trop, par la pollution industrielle, mais aussi par la libération par les volcans, par nous-mêmes quand nous respirons, par les vaches, par la culture, etc. Donc c'est un élément important parce que c'est une forme carbonée qui est gazeuse. Vous combinez ça avec de l'eau, donc là, il y en a partout, pas seulement dans les grandes eaux de Versailles. Et donc, ce que savent faire les plantes, que nous ne savons pas faire, elles savent utiliser l'énergie solaire, qui est gratuite, qui est là pour quelques milliards d'années encore, tranquillement, pour la transformer en biomasse. Donc, la biomasse, ce sont ces sucres, là, c'est H12O6, etc. Donc, la biomasse, c'est des sucres, c'est des glucides, c'est l'amidon de la pomme de terre, c'est la cellulose, donc les parois des plantes, c'est la pectine des fruits, etc. Donc, c'est une composante essentielle du monde végétal et de votre jardin. Et en produisant de la biomasse, les plantes vont libérer de l'oxygène. Donc là, on a un phénomène très particulier qui consiste à transformer de l'énergie solaire en énergie chimique, donc ce que nous ne savons pas faire. Nous savons transformer l'énergie solaire en énergie électrique. Les plantes font mieux. Donc, ça passe par la chlorophylle. Dans votre verdure, dans votre jardin, c'est cette molécule. Donc, il n'y a pas besoin de regarder les détails. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a du carbone. Il y a aussi de l'azote. L'azote, c'est important pour les plantes. Et il y a au milieu, il y a du magnésium. Quand vous avez des plantes carencées en magnésium, elles assimilent mal. Donc, vos plantes, la chlorophylle, elle est localisée dans des grains microscopiques qui sont dans vos feuilles vertes, qui s'appellent des chloroplastes. Et dedans, il y a ces petits sacs là, qui s'appellent des thylakoïdes. Donc, tout ça, des mots compliqués pour dire qu'en fait, dans vos chloroplastes, on a une usine.
Alors, ces chloroplastes, on sait maintenant qu'il y a vraiment très très longtemps, c'était des micro-organismes indépendants qui fonctionnaient tout seuls, et les plantes les ont absorbés, en fait, les ont quelque peu esclavagisés, c'est une endosymbiose. Alors, donc, on en fait que maintenant, ces organismes ne fonctionnent plus de façon individuelle, font partie de la plante, et la plante les utilise. Nos plantes ont un peu des tendances esclavagistes aussi. Donc, la chlorophylle, quand elle est atteinte par l'énergie lumineuse, par les photons, il y a toute une réaction en chaîne qui va se mettre en place avec donc, les molécules de chlorophylle, c'est les choses violettes là, qui vont libérer des électrons, des protons. Donc il y a toute une chaîne qui fait qu'il y a de l'énergie qui va se promener dans la membrane de ces petits sacs. Et à la fin, on arrive au Saint Graal avec cette protéine qui va libérer cette molécule qui s'appelle de l'ATP. Donc ça, c'est la phase lumineuse, c'est la photolyse de l'eau. Donc l'eau est coupée, l'eau qui est absorbée par vapeur, elle est coupée en morceaux, si je puis dire, par ce système basé sur notre verte chlorophylle. Et donc, ça permet de libérer cette molécule magique. Donc, après, on va avoir la phase obscure. Donc là, c'est ce qu'on appelle le cycle de Kelvin, ce qui fait que vos cellules dans la plante vont être capables d'empiler des éléments de carbone qui vont se coller les uns aux autres et permettre de faire des chaînes de plus en plus complexes qui vont faire nos sucres, qui vont faire nos glucides, etc. Donc là, on a un mini-réacteur chimique, en fait, qui fonctionne dans toutes les cellules, dans tout ce qui est vert, dans vos plantes, fonctionne de cette façon. Bon, donc on pourrait dire, c'est super, on utilise de l'énergie lumineuse, ça marche très très bien. Alors, il y a un mais quand même, c'est qu'il y a beaucoup de pertes en ligne. Donc, le rendement énergétique de cette photosynthèse, en fait, il est très très faible par rapport à l'énergie incidence. Le calcul qu'on fait, c'est que vous avez que quelques pourcents qui, à la fin, sont récupérés. Donc, tout le reste, vous savez, c'est pareil, nous, quand on court, quand on fait du jardin, il y a dissipation, et la dissipation de l'énergie perdue, ça fait de la chaleur. Donc, on plante, elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe. Donc, il faut qu'elle dissipe cette énergie. Donc, nous, on transpire, on sue, et on se réalimente en eau. Donc, la plante aussi a un mécanisme de transpiration, donc ça s'appelle de l'évapotranspiration. Toutes les feuilles sont pourvues de stomates, là, ces petites ouvertures qui permettent d'absorber des gaz et d'en relâcher. Donc, on ouvre les stomates et on relâche de la vapeur d'eau. Donc, on transpire par vapeur d'eau. Je ne vais pas vous assommer de chiffres parce que c'est très variable selon les circonstances, mais la libération d'eau par des plantes, on ne s'en rend pas compte parce que c'est de la vapeur, et ça fait des litres, des kilos. Donc la forêt amazonienne, c'est vraiment énorme, tout ce qui est libéré. Et là, on arrive à des effets bénéfiques et pas bénéfiques, excusez-moi pour la coquille. Donc là, tout ça, cette transpiration, elle va rafraîchir l'air ambiant. Donc quand on dit un jardin très, très, très végétalisé, on se sent bien, il fait frais, il y a une réalité derrière, au-delà des aspects brise-vent, ombrage, c'est qu'on a toutes ces plantes qui respirent, qui libèrent de l'eau, qui va nous rafraîchir. Donc on ne voit pas forcément, qui ne va pas forcément se condenser, encore que si, sur nos lunettes. Donc on a ce rafraîchissement, il est réel, c'est pas seulement parce qu'on est bien dans un jardin. Et puis, il va y avoir humidification de l'air et alimentation des nuages. Donc là, c'est aussi, les plantes sont une source d'alimentation du cycle global qui fait qu'après, il va y avoir de la pluie. Donc, en tant que jardinier, même avec le peu de plantes que vous avez, si on vous additionne tous à l'échelle planétaire, ça finit par faire des chiffres remarquables. Et donc, vous avez nos plantes. C'est une jolie illustration de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, où vous avez des plantes qui sont aussi en plein soleil et qui ont besoin aussi de se protéger et de respirer. Alors, ce que ça donne, c'est en ville. Là, on entre dans la régulation et dans le bien-être. On a ces fameux îlots de chaleur qui sont liés au fait qu'on a de plus en plus de surface artificielle qui renvoient la chaleur, qui n'absorbe rien. Donc, c'est très difficile de faire des bilans de chaleur, des bilans physiques, parce qu'il y a plein de facteurs qui entrent en jeu et beaucoup de variations. Donc, là, on fait appel à des modélisations. Donc, j'ai deux exemples. Donc, on a l'exemple de grandes villes américaines comme Washington et Baltimore, avec des grandes avenues toutes droites, des grands immeubles dans lesquels il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et donc, on a imaginé qu'on allait se végétaliser la voirie à 50%. Un rang sur deux, un côté sur deux des rues, on plante des arbres. Donc, on regarde ce qui se passe pendant les épisodes de grande chaleur, comme il y a dans les étés américains. On voit ça à la télé, où la température monte à 40, voire 50 degrés. Alors, ce que donne la simulation, c'est que le fait d'avoir ces arbres, par tous les effets dont je vous ai parlé, plus l'ombrage, va faire décroître la chaleur à la surface du sol de 4 degrés, c'est déjà beaucoup. Et puis surtout, l'effet, c'est pour l'environnement, c'est pour notre bien-être. Donc la surface des immeubles, c'est 9 degrés, parce qu'elle est très très haute, et puis la surface des routes,
qui sont incandescentes, on a le goudron qui fond, on arrive à avoir des chutes de température de 15 degrés simplement par l'effet bénéfique de ces arbres. Donc on peut imaginer qu'avec avec des jardins potagers, des jardins sur les toits, des jardins urbains, on va contribuer à cet effet. Donc du côté français, les simulations qui ont été faites en 2012, c'est qu'on pourrait arriver, en végétalisant bien, à avoir des baisses de température de 1 à 3 degrés, ce qui, pendant les épisodes très chauds, serait déjà bien. Alors il y a un mais, c'est qu'évidemment, je vous ai dit, c'est cette eau qui sort des plantes, qui va servir à nous rafraîchir, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Donc là, on n'oublie plus qu'on a des racines. Donc cette eau, elle vient du sol, d'où la question du stress hydrique et de la nécessité d'arroser les plantes en gérant l'eau de cette façon. Donc vous voyez que tout est cyclique en fait. Il y a à la fois des avantages et des inconvénients. Donc la photosynthèse, ça permet de faire plein de choses, ça permet de synthétiser de la biomasse, ça permet de libérer beaucoup de l'eau, mais ça chauffe aussi pour la plante, donc elle a besoin d'en absorber. Globalement, le bilan, il est malgré tout positif. Alors de même, les plantes ont besoin de respirer aussi, comme nous, donc en général, elles respirent plutôt la nuit. Donc là aussi, on disait, je sais plus, des personnes âgées qui disent il ne faut pas avoir des plantes vertes dans un appartement parce qu'elles absorbent tout l'oxygène de la nuit, on étouffe, ça nous empêche de dormir, peut-être par exemple. Le bilan global, de toute façon, il est positif. Les plantes libèrent plus d'oxygène qu'elles n'en absorbent. C'est-à-dire les personnes qui vivent en forêt, en Amazonie, le problème des Amérindiens, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à dormir la nuit à cause de l'oxygène. Ça serait encore un bon argument pour la déforestation, ça ne tient évidemment pas debout. De même, il ne faut pas oublier que c'est quand même grâce à cette idée d'oxygène et de plantes que nous sommes là nous-mêmes. Je ne sais plus, quelques milliards d'années, il y a des cyanobactéries, donc des choses qui ressemblent à des algues toutes bleues, qui ont par hasard, dans leur métabolisme, ont eu un sous-produit qui s'appelait l'oxygène, qui était très toxique, ça oxyde, et puis qui se sont adaptés, qui ont fait que finalement, elles ont survécu, elles ont libéré cet oxygène, de plus en plus d'oxygène s'est libéré dans l'eau, puis à la surface de la Terre, et notre planète, qui était entièrement entourée de méthane et de gaz pas très sympathiques pour nous, est devenue vivable. Avec l'inconvénient, évidemment, qu'on a eu une grande extinction, que tous les micro-organismes qui ne supportaient pas l'oxygène, ils ont disparu ou ils se sont enfouis dans les profondeurs, toute cette microflore anaérobie. Donc, on voit encore que là, on a toujours un ensemble de cycles qui ne peuvent pas être bons pour tout le monde, puisqu'on a forcément des molécules qui sont très réactives et qui vont affecter certaines composantes. Toujours est-il que si nous sommes là, en tant qu'animaux qui respirent de l'oxygène, c'est en partie grâce aux plantes qui ont fait, par cette libération d'oxygène pendant la photosynthèse, progresser très rapidement la concentration en oxygène de l'enveloppe terrestre, et qui a rendu notre planète vivable pour nous. L'apparition de premiers organismes dans l'eau, et puis après, nos ancêtres sont sortis de l'eau. Voilà pour faire un panorama de ces questions de régulation. Donc, tout est très balancé, contrebalancé, comme vous le savez très bien, ça. Pas besoin de scientifique en tant que jardinier pour savoir que vraiment beaucoup de choses sont des questions d'équilibre et de gestion très, très raisonnée des flux d'entrée et de sortie. Donc là, maintenant, je vais vous donner un exemple pour la deuxième partie, pour clore, pour ne pas rester dans les formules, dans les équations, d'approche pratique. Donc là, on arrive dans une approche qui est vraiment multiservice, multisystème. Donc là, vous avez on peut trouver ce type de champ en Afrique de l'Est, au Kenya, donc vous avez un champ de maïs où ça peut être du sorgho. Au pied de ce sorgho et aussi en interrang, vous avez une légumineuse, donc le trèfle espagnol, en fait. Il n'a rien d'espagnol, il vient d'Amérique du Sud, donc appelé espagnol, qui a été introduit dans beaucoup d'endroits pour plein de raisons qu'on va voir tout de suite. Et puis en bordure de champ, vous avez ces grandes herbes. Là, vous avez l'herbe à éléphant, le mescanthus, donc c'est des grandes graminées avec donc ça, c'est pas un système traditionnel. Donc c'est quelque chose c'est un système qui a été mis en place, qui a des études longues dans des stations expérimentales avec des scientifiques internationaux, et ça a été fait avec des paysans locaux, qui sont en fait l'agriculture africaine traditionnelle. On peut appeler ça du jardinage, mais comme le vôtre, c'est au meilleur sens du terme, donc basé sur la diversité, sur la compréhension des équilibres naturels, sur la gestion de l'eau. Bon, toujours est-il que quand on a commencé à installer du maïs en Afrique, évidemment, on n'y a pas échappé, il y a eu des parasites, des prédateurs, dont on a eu du mal à se débarrasser autrement que par des pesticides. Déjà, indépendamment même du fait de la question de la nocivité de ces pesticides, on est dans des systèmes vivriers avec des paysans relativement pauvres.
qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits extérieurs, ou au moins qui n'ont pas utilisé leurs ressources et à devenir pauvres parce qu'ils vont devenir dépendants de choses qui coûtent cher. Donc, le système qui a été mis en place, donc, je vais le détailler, c'est le système du push-pull. Donc, c'est très rusé, push, je pousse, et pull, j'attire. Donc, les deux principaux problèmes du sorgho ou du maïs, donc c'est la chenille, c'est une mineuse. Donc, le papillon, il va pondre ses œufs à la surface des feuilles et des tiges de maïs, et la chenille, elle va rentrer dedans. Donc, elle aussi, elle a besoin de se protéger du soleil. Donc, le principe de la mine, c'est la galerie. Vous en avez sur vos pommiers. Donc, la chenille, elle se met à l'abri, justement, pour profiter de l'effet rafraîchissant, refroidissant de la plante. Et en plus, elle a à manger. Elle a le garde-manger. Donc, à la fin, évidemment, votre maïs, il n'est pas en très bon état. Ces chenilles, c'est très vorace. Ça peut détruire un champ de maïs très rapidement. Alors, en Afrique, vous avez une autre chose horrible qui s'appelle le striga. Donc, vous connaissez peut-être dans vos jardins, dans les espaces sauvages, les orobanches. Donc, ils sont des plantes parasites qui ne sont pas chlorophylliennes, donc ils ne sont pas capables, elles, de faire de la chlorophylle. Donc, quand on ne peut pas se nourrir soi-même, on va se servir chez les autres. Donc, le striga, ça fait des très jolies ampes violettes, c'est très, très joli. Mais ce n'est pas du tout joli pour les agriculteurs. Donc, le striga, par les racines, donc, établit des connexions avec les plantes qu'il va parasiter et il les vide. Donc, il les suce de leur sève, en quelque sorte, de leur sang. En Afrique, ça s'appelle la griffe de sorcière. Il y a plein de mots sympathiques. Donc, très rapidement, votre champ de maïs, il est envahi par cette plantation de striga qui détruit vos plantes. Le striga fait des toutes petites graines minuscules, donc il se dissémine très facilement et qui peut rester dans le sol pendant des années, des décennies. Donc vous avez des hectares entiers en Afrique qui sont plus utilisables pour la culture à cause de la présence du striga. Et donc on s'en sort en associant ces trois plantes. Donc comment on fait? Donc le maïs, on fait des interrants. Donc ma légumineuse, on la met là. Donc là, vous connaissez les vertus bénéfiques des légumineuses. Donc là, c'est le trèfle espagnol. Mais chez vous, ça peut être la fève, ça peut être le pois. Donc la légumineuse, déjà, elle est couvrante. Donc vous n'avez plus besoin de désherber et vous avez un effet protecteur. Donc, si vous connaissez les champs de maïs du sud-ouest, vous savez que l'été, le sol, on se rend pieds nus. Ça chauffe très très fort. On peut monter à 50 degrés assez facilement au sol. Donc là, vous avez une couverture qui va limiter l'effet du rayonnement, qui va en absorber, qui va en renvoyer. Ce desmodium, évidemment, il va fixer de l'azote en bonne légumineuse par ses nodosités, par ses bactéries symbiotiques. Donc, vous n'avez pas à apporter de l'azote tout le temps pour fertiliser vos plantes. Il est déjà là. Après, vous vous enfouirez. Et en plus, ce desmodium, il a des effets sur les ennemis. Donc, il émet des substances par les racines, donc dites allélopathiques, qui vont tuer les graines de striga. Donc, désinfecter naturellement votre sol. Vous n'avez pas besoin de mettre du bromure de méthyle ou des choses terribles, plus efficaces du tout. Donc là, vous avez un tueur naturel qui fait que le striga, même s'il arrive à avoir des graines, elles vont disparaître. Et en plus, votre desmodium, il émet aussi des composés volatiles qui, eux, vont repousser les papillons et qui vont attirer leurs ennemis. Donc ça a été démontré scientifiquement, ce n'est pas du verbiage. Alors, pourquoi c'est comme ça, ne me demandez pas, c'est des joies de l'évolution. Toujours est-il que là, on a une plante qui est multi-usage. Donc, qui vous limite la fertilisation, qui vous limite le ruissellement, qui vous élimine vos ennemis dans le sol, qui vous repousse vos ennemis dans l'air et qui, en plus, vous attire en quelque sorte la police aérienne. Donc, tout un tas d'insectes, d'arachnides, etc., qui vont se nourrir des chenilles qui auraient survécu. Et en plus, vous avez les plantes, là, donc les plantes à éléphant, l'herbe à éléphant, à quoi ça sert de mettre ça dans la bordure? Donc, elle aussi, elle produit des composés volatiles, ce n'est pas les mêmes, et donc elle va attirer, en fait, les papillons qu'on n'a pas envie de voir. Eux, ils aiment bien, donc ils vont aller se reproduire sur cette plante qui n'est pas la plante d'intérêt agronomique. Donc, plutôt que d'aller sur le maïs ou sorgho, ils en sont déjà chassés par les odeurs du desmodium, ils sont attaqués par les ennemis qui arrivent et ils vont tous se reproduire là, donc ils vont être concentrés sur une plante sur laquelle ils ne font pas beaucoup de dégâts. L'avantage de ces plantes aussi, c'est qu'aussi bien le desmodium que l'herbe à éléphant, ça fait du fourrage. Donc il y a la partie qu'on va garder, qu'on va enfouir pour faire de l'engrais naturel, et il y a la partie qu'on va récolter, donc avec ou pas chenille, ça c'est pas bien grave, qui va faire un apport de fourrage essentiel pour les vaches. Donc là, au début, ça a commencé dans des stations expérimentales. Maintenant, ça se fait sur des milliers d'hectares. Donc, vous regarderez sur le site
site web qui s'appelle Push-Pull-Net. Donc là, ce n'est pas de la propagande. Hein. C'est vraiment sérieux. Vous avez toutes les données. On vous explique comment on fait ça à grande échelle. Donc, vous avez des documents en français, en anglais. Ça fonctionne dans des pays francophones, dans des pays anglophones. Et on a des rendements de maïs qui sont multipliés par 10, par 15, dans des endroits où la culture n'était plus vraiment possible. Simplement par cette... Donc, en fait, c'est une démarche d'ingénierie agroécologique. On a le droit de dire ça. Donc, c'est ingénierique, même si les paysans ne sont pas ingénieurs, mais il n'y a pas besoin parce que vous créez un système artificiel, ça n'existait pas avant, comme vous faites dans vos jardins. Et c'est agroécologique, puisque l'agroécologie, au bon sens du terme, utiliser au maximum les régulations naturelles, là, il y a à peu près tout. On régule à peu près tout, en plus du fait, pour revenir à ma photosynthèse et à ma respiration, que vous avez aussi beaucoup un couvert végétal qui est important, qui va aussi rafraîchir l'atmosphère et qui va faciliter aussi les travaux et le bien-être. Alors évidemment, comme toujours, il y a quand même, il faut réguler. Donc votre biome, quand même, il est pas toujours très sympathique. Donc l'idée qu'on peut se faire de dire c'est bien l'agroécologie, comme c'est naturel, on laisse faire les choses. C'est très bien qu'un jardin, ça ne pousse pas tout seul. On le regarde quand il est joli, mais que pour arriver à ce qu'il soit joli, il y a beaucoup d'opérations à faire. Donc le desmodium, il est couvrant, donc c'est bien parce que là aussi, il va empêcher les autres herbes indésirables de pousser. Il se reproduit très très vite, mais évidemment, il a tendance à être un peu envahissant. Donc il faudra le tailler régulièrement, quand même, là, il faudra couper, parce que sinon, il y en a partout. D'ailleurs, le desmodium, en Afrique, ça se passe très bien. En Australie, aux îles Hawaï, ça se passe un peu moins bien. Il est considéré comme plante invasive parce qu'il a tendance à envahir les populations de plantes naturelles qui, dans ces îles, que sont Hawaï ou le continent australien, sont très spécifiques, très endémiques et sont menacées. Donc, le message aussi, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, mais peut-être pas forcément partout, et qu'il faut avoir une certaine régulation. C'est pareil, l'herbe à éléphant, si on la laisse faire, il va y en avoir partout. Donc ça nécessite l'ingénierie écologique. Mais là, vraiment, je n'ai pas besoin de vous dire ça. Ce n'est pas à des jardiniers qu'il faut expliquer ça, ça serait plutôt à des décideurs ou à des personnes qui n'ont aucune pratique, qui ont envie de penser, mais très, très noblement, de dire on va semer des plantes, on va les laisser se développer, on va en mettre sur les toits, on va faire des aliments d'arbres, et tout ira bien, et après, il n'y aura pas beaucoup de contrôle. Si, il faut vraiment gérer le système de façon à ce qu'il fonctionne bien. Et là, on a les preuves que ça fonctionne bien. Donc actuellement, c'est des choses... Yvan, je suis désolée, mais il vous reste une minute. Oui, C'était pour... D'accord, ok, tout va bien. Là, je voulais juste dire que pour l'instant, alors, on a un peu tendance à dire le push-pull, ça marche partout, c'est la solution géniale. Actuellement, ça ne marche que sur ce système, si je puis dire, mais à très très grande échelle. Et donc maintenant, il y a des travaux de recherche et des thèses pour dire est-ce qu'on peut faire ça aussi dans des systèmes de production ou des systèmes jardiniers, justement, toujours pareil, faire converger les approches jardinage-conversion. Donc la conclusion, c'est ça. J'y suis vraiment, pour de vrai. Donc tout ça, c'est une question de cycle, mais c'est évidemment des équilibres en fait bio, géo, chimiques, qui vous dépassent peut-être dans le temps et dans l'espace, mais dont vous faites partie. Il y a beaucoup de leviers d'action, mais il faut bien les maîtriser. Et puis surtout, il faut avoir une approche systémique, donc prendre en compte tous les composantes du système, donc les facteurs abiotiques, donc là c'est vraiment l'environnement, l'eau, la pluie, le vent, le soleil, les facteurs biotiques, donc les cultures, les parasites, les auxiliaires, et puis nous on est dans les biotiques, les facteurs humains, puisque l'exemple de l'Afrique, ça marche bien parce que les principaux intéressés ont été associés dès le début aux travaux et ils en tirent le bénéfice. Pour approfondir, vous avez éventuellement quelques livres. Celui-là, je ne l'ai pas lu parce qu'il vient de sortir. Donc, je pense que, connaissant l'auteur, en plus, ça doit être bien. Adapter son jardin au changement écologique. Et là, c'est plutôt si vous avez envie de creuser les questions de bioclimatologie, de flux, par curiosité. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et la connexion a tenu. Ouf, je vous rends la parole. Merci Inès. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et je suis désolée de vous avoir coupé. Très sincèrement, je suis au fond. D'accord, ok. Non. On va passer à la présentation d'Anna. Est-ce que, Yvan, vous pouvez arrêter votre partage d'écran pour qu'Anna puisse prendre le relais. Et à la fin de la présentation d'Anna, on posera toutes les questions. Je suis là. Enfin, vous pourrez poser toutes vos questions. Voilà, merci. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, et on génial. voit votre écran. Parfait.
Ok, c'est parti. Alors donc, je m'occupe d'un jardin pédagogique comme annoncé sur les hauteurs de Marseille, climat méditerranéen. Et nos préoccupations à nous, c'est d'informer, de sensibiliser au changement de pratique de jardinage. On sent bien qu'on a besoin de tout le monde, de toutes les forces, quelle que soit la surface cultivée, pour essayer de faire en sorte de minorer l'impact de ce changement climatique qui ne va pas être simple, hein, c'est évident. Alors, pour changer ces pratiques, pour nous, hein, notre petite expérience pédagogique, c'est d'abord de changer son regard. Un regard personnel de chacun, c'est basé sur des représentations personnelles, des héritages sociaux, culturels ou familiaux, et des points de crispation qui reviennent souvent dans les échanges avec nos proches, nos amis, nos voisins, voilà, les stagiaires. Les pullulations, hein, qui n'a jamais voué aux gémonies, les limaces, les punaises, les fourmis, et j'en passe. Les envahissantes, naturellement, que faire, puisque maintenant qu'on n'a plus le droit de traiter avec Roundup, hein, voilà, que peut-on faire contre le chien-dent? Les différents traitements au jardin, pro ou contre, point d'interrogation. Les modes culturaux, hein, ça aussi c'est très intime. Un jardin propre, tout nu, aucune mauvaise herbe, contre un jardin un peu sale, un peu paillé. La gestion des déchets du jardin et de la cuisine. Et enfin, l'esthétique. Donc, on va faire une petite promenade sur différents exemples. Donc, nous, on travaille par la pédagogie par l'exemple, justement. En voici un. Arrivé en 2014 sur cette parcelle, qui deviendra l'année d'après le jardin pédagogique, on installe activement quelques petites planches, ça va faire les plates-bandes. Il y a déjà une demi-douzaine d'arbres et au fond, une palissade qu'on espère vivement voir accueillir des grimpantes pour nous protéger des nuisances, le vent, la route qui se trouve juste à côté, enfin voilà, des choses comme ça. 4 ans plus tard, 4 ans plus tard, voici la haie. Le point de vue a légèrement changé, mais on revoit un petit peu la palissade là derrière le cerisier. Et on a enfin un outil pédagogique pour parler en toute quiétude et avec une certaine confiance de c'est quoi une haie, un ourlet fleuri, des abris pour la faune, la biodiversité, une haie fruitière, la création d'un microclimat. Ce travail, effectivement, il a fallu du travail pour y arriver, mais permet d'asseoir des tas de notions intéressantes pour le jardinier. Passons maintenant aux envahissantes. Tout le monde a eu à lutter contre le chien-dent, chez nous comme ailleurs. Que faire maintenant qu'on n'a plus le droit de traiter, hein, voilà. Eh bien, chez nous, en tout cas, la décision qui a été prise, c'est de désherber seulement le jour même où on veut planter, très soigneusement. On installe le système d'arrosage. On a fait en parallèle pousser sur la table de semis, c'est-à-dire hors de portée des prédateurs, des jeunes plants. Lorsqu'ils seront suffisamment grands et costauds pour résister aux prédateurs, à ce moment-là, on les plante, on paille et on les protège avec des cagettes, parce que ici, l'ennemi chez nous, c'est le soleil. Et les premiers jours peuvent être très difficiles pour une jeune plante. Donc voilà le résultat. Donc en résumé, c'est tout ce qu'on vient de dire. Et les freins éventuels et les critiques que l'on peut nous faire, c'est ah oui, mais c'est pas très joli la cagette. Ah oui, mais ça fait pas très jardin propre. Voilà, c'est sur cette marge-là que nous allons travailler sur les représentations après au niveau esthétique. Alors, changer son regard, c'est s'occuper de la faune, mais de la faune dans sa globalité, des équilibres. Il nous faut tous les insectes, les bons et les mauvais. Nous n'aurons jamais de menthe religieuse s'il n'y a pas la pyrite du chou qui a pondu c'est une centaine de larves. Quant aux plantes, il faut travailler la biodiversité interspécifique et intraspécifique avec des espaces dédiés, les haies, le verger ou le potager en accointance, des bosquets, des ourlets fleuris. Tout ça, ce sont des puits de carbone et le jardinier peut agir à ce niveau-là aussi. Et fondamental, bien connaître le vivant. Par exemple, qui suis-je ? Eh bien, cet escargot qui s'implante sur le bord de la Méditerranée est un drôle d'escargot. Certes, il peut boulotter nos salades, mais il mange aussi les escargots. Alors finalement, c'est peut-être intéressant d'avoir un petit allié, peut-être 10% de son alimentation, mais avec un faisceau d'auxiliaires, on arrive à juguler et à équilibrer des pullulations. Et ça, c'est pas inintéressant pour un jardinier qui ne veut plus traiter, par exemple. Voici la star des jardins, en tout cas pas auprès des escargots. Elle mange toutes les 2 heures, c'est la musaraigne d'étrusque. Elle pèse 2,2 grammes et son métabolisme est tellement petit qu'il faut absolument qu'elle grignote sans arrêt. Alors là, vous pouvez lui faire confiance. Les populations d'escargots chutent très très sérieusement dès qu'elles s'installent dans un jardin. Également contre tous les insectes, laisser se développer les araignées. Voilà un nid de jeunes araignées qui va prendre son envol au bout de leur fil dans quelques jours. Et après, faire leur travail d'araignée, chacune dans son coin, tapis au coin de sa toile, hein, et nous débarrasser d'un certain nombre de nuisibles. Multiplier les abris, guêpes, araignées de toutes sortes, tous les animaux sont bienvenus, il leur faut des petits endroits où nicher, c'est tout. Voici notre star, la redoutable chasseresse. Quand vous l'avez, vous êtes assez content. Effectivement, il n'y a plus de pyrite du chou. Avec le problème, c'est que
Si on se contente de cette belle dame comme auxiliaire, on risque de perdre les petites guêpes hyménoptères parasites qui pondent, elles également, dans le corps des larves de la pierride. Un bon jardinier va essayer de conserver un petit peu tout le monde. Il en faut pour tout le monde, parce que si un jour on a un problème avec les menthes religieuses, il nous restera toujours les micro-guêpes qui, elles, seront là pour venir parasiter les larves de pierride et donc juguler la population éventuelle à venir. Enfin, les fourmis, on en parle beaucoup des fourmis, elles me mangent tout. Ça dépend. Il y a plusieurs espèces de fourmis et chacune a son métier. Il y a celle qui va s'occuper du bois mort, des organismes en décomposition, des cadavres de ci et de ça. Donc, les fourmis, ça dépend. Elles ne sont pas toutes après nos graines de radis. Et puis, à nous de plomber peut-être davantage le sol pour empêcher qu'elles aillent déterrer cette petite graine précieuse. Et surtout, si on a des fourmis, on aura des oiseaux. Par exemple, des hirondelles, ils adorent les vols nuptiaux. Voilà, donc les fourmis, elles payent un lourd tribut. Et en même temps, ils adorent les moustiques qui vont avec. Donc, attirer les uns pour qu'ils se débarrassent des autres, ça, c'est pas mal aussi. Et une recette qui marche à tous les coups, planter davantage en prévoyant la part des prédateurs. Il faut de tout dans un jardin et il en faut pour tout le monde. Si on perd 1 ou 2 salades sur 50, c'est pas très, très grave. Le climat méditerranéen, il va évoluer bientôt, de plus en plus. Le soleil en été, s'il est déjà l'ennemi, ça va l'être encore plus. On peut préconiser des écrans, des voilages, des paillages pour le sol, une orientation soigneusement choisie. Et là, on invite souvent les stagiaires à aller se renseigner sur l'agroforesterie, cette alliance bénéfique entre les arbres et le potager, ou le jardin créole, qui travaille dans ces îles d'une manière très intéressante. C'est la petite laitue reçoit le matin le soleil dont elle a besoin, mais elle est ombragée à l'heure la plus chaude par un micro-arbuste qui lui-même va être ombragé par un arbuste un peu plus important. Et in fine, par exemple, ce sera, je dis n'importe quoi, le bananier qui va protéger le tout. Le jardin créole travaille énormément avec des orientations et permet de protéger toutes les cultures au moment clé dont elles ont besoin pour le soleil. Alors, par exemple, là, vous voyez une grande lavaterre et dessous, on vient de planter les laitues. Ça va permettre de les protéger du soleil de l'ouest, puisque la grande plante va faire écran. Et tout au fond, vous voyez un certain nombre d'arbres, de vignes, de pergolas. Il y a en tout 80 arbres dans le jardin pour faire leur travail d'ombre en été. Une petite station météo, ça fait jaser. Sur le climat, c'est intéressant aussi de pouvoir échanger avec les personnes sur la base de quelques données scientifiques. Si on a la chance d'avoir des données d'évolution sur 30 ans, c'est encore mieux, mais sinon, ce qui s'est passé ne serait-ce que la semaine d'avant avec la pluie qui est tombée, c'est toujours très intéressant et ça permet peut-être d'enclencher des bons réflexes concernant justement les pluies, récolter l'eau, la garder précieusement, la distribuer judicieusement, etc. Ça ouvre de grands champs de discussion et d'échanges pédagogiques. Bien sûr, dans un jardin, le point d'eau qui va changer la vie et la biodiversité. Les batraciens vont revenir, tous les insectes vont venir s'abreuver. Au fond, vous voyez un système d'Oya qui a été largement développé dans une précédente webinaire. C'est intéressant aussi à prendre en compte dans un jardin. Et bien sûr, une petite star, la larve de la libellule. Elle aussi revient dans un jardin dès qu'il y a un petit point d'eau. Ça vaut le coup. Alors, les déchets, là, on touche à quelque chose de très important à un niveau macro-sociétal. Voilà. Que fait-on de tous nos déchets? Je crois avoir lu quelque part que l'espèce humaine est la seule espèce à ne pas savoir se débarrasser de ses déchets, alors que dans tout le reste du vivant, tout est prévu, organisé, il y a du monde à tous les étages pour s'en débarrasser. L'incinération collective, c'est un coût et c'est un danger pour la qualité de l'air. Tout ce qui est brûlage, etc., c'est interdit dans nos jardins, c'est comme ça. Le compost, c'est beaucoup mieux, mais ça produit beaucoup de gaz à effet de serre. Et s'il est mal fait, ça peut produire des jus très, très désagréables pour le sol. Et donc, au Jardin École, on essaye de prôner un mode qui a été créé par la nature, donc il y a quelques milliards d'années. Tout ce qui tombe sur le sol va être automatiquement détruit, absorbé, transformé. Alors, évidemment, le problème, c'est cet état plat. Quand on jette ces déchets de cuisine ou de jardin, c'est ça qu'on et c'est vrai que c'est très utile et presque par la preuve montrée. Mais il y a des moyens termes, voilà. On peut cacher la misère, comme on dit à Marseille, avec un paillage qui recouvre le tout en ayant respecté tous les étages. On a bien mis nos déchets verts, nos déchets bruns, et in fine, ça fera une butte intéressante pour nous protéger, par exemple, de la route avec des plantations plus tard. On peut aussi se débarrasser du bois, des taillis, des choses comme ça, dans les endroits discrets. Les forestiers
rappelle que la bonne santé d'une forêt se compte par le nombre d'arbres morts. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas garder des arbres morts dans nos tout petits jardins de poche, mais par contre, on peut garder du bois pour le mettre à disposition des chaînes du vivant, qui en fera bon usage. De toute manière, vos arbres s'y retrouveront, ça vaut vraiment le coup. Au jardin, comme on ne fait plus de compost, on stocke les matériaux plutôt. Tout au bout, le broyat, au milieu, le fumier sur lequel on va faire courir les courges, et tout devant, les feuilles mortes qui donnent l'or noir du jardinier. J'ai nommé le terreau de feuilles mortes, idéal pour les semis. 2 ans de patience, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. Les traitements, un autre point d'achoppement, où il faut faire avancer les pratiques. Les traitements chimiques sont interdits. Les traitements bio, ne sont pas si simples que ça non plus. Ça a un coût, ça demande du temps, une protection du jardinier très souvent, et ça peut avoir des effets collatéraux très négatifs sur l'environnement. Alors au jardin école, on préconise rien sauf un purin d'ail l'été contre la punaise ornée du potager. Et on essaie de lire tous ensemble quelques paquets pour voir exactement tout ce que ça provoque. Ça fait réfléchir quand même. En même temps, on ne peut pas laisser les jardiniers sans aucune solution. Et on préconise vraiment, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, hérissons, escargots, coccinelles, pucerons, musaraignes, escargots, oiseaux, insectes variés. Il faut accueillir les uns pour avoir les autres. C'est un travail sur soi, être jardinier finalement. Une autre piste, on peut adapter ces plantations aux prédateurs. Nous, on plante maintenant les choux pour l'hiver, beaucoup moins de prédateurs, et ils poussent très, très bien dans notre climat, donc pourquoi s'en priver? Et on peut lutter avec l'ensachage ou le voilage contre les carpocapes, un certain nombre d'insectes, voire des pièges pour nous avertir des pullulations, des pics. Le sol, alors c'est l'univers complexe par excellence, à protéger de manière radicale de tous les dangers qui sont nombreux, érosion, pollution, lessivage. Or, ce sont des pièges à carbone si il y a une présence de matière organique très, très forte. Donc, les détritivores, le petit animal que vous voyez là, les 1000 pattes de base, ne viendra dans votre jardin, les cloportes, etc., que s'il y a des matières à détriturer. Et ça, c'est une obligation pour le jardinier. Il faut absolument, absolument nourrir son sol. Même si ce n'est pas joli, des fois, ce qu'on y jette, mais c'est important. Et bien connaître son sol, ça veut dire adapter ses pratiques d'arrosage, de protection des plantes, etc., etc. Donc, c'est indispensable. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas faire nos jardins en pensant d'abord aux micro-organismes, aux insectes, à la mésophaune et après à nos potagers? Nous, on prône un peu que oui, mais bon, voilà. On travaille vraiment sur la notion, on prend le bon, on prend le mauvais. Et encore une fois, il faut travailler sur soi et accepter qu'une part raisonnable de sa production nourrisse les chaînes trophiques. La FAO a fait des études il y a quelques années. 30% de la production agricole mondiale serait gaspillée entre le champ et nos réfrigérateurs. C'est énorme. Donc, si je perds 3 salades sur 10 dans mon jardin, je suis dans la norme du quotidien et de tout un chacun sur cette planète. Si j'en perds que 2, j'ai fait un effort colossal, et si j'en perds qu'une, c'est super, je suis gagnant. Et au jardin école, avec toutes les pratiques qu'on a mis en place et très rapidement évoquées, on doit perdre une salade sur 20 peut-être, quelque chose comme ça. Alors, la posture, nous ne sommes pas des experts, nous ne sommes que des jardiniers amateurs, amoureux de nos jardins et vraiment que des généralistes. Donc, on ne peut pas se permettre d'asséner des vérités définitives. Il faut, quand on veut convaincre ses voisins, ses amis, les proches et d'autres personnes, il faut toujours s'appuyer sur des sources scientifiques sérieuses et indiquer les différentes écoles de pensée pour que chacun s'y retrouve et fasse ses choix. Les nouveaux savoirs ne doivent pas être assénés d'une manière dictatoriale, mais plutôt sous une forme conviviale, en s'appuyant sur des exemples, sur la force et les compétences d'un groupe. Il faut proposer toujours plusieurs solutions vertueuses à un problème. Chacun choisira bien celle qui lui conviendra et mettre en place des expérimentations simples, efficaces et réussies. Et enfin, mettre de la beauté dans nos jardins, parce que pour convaincre, il vaut mieux que ce soit joli quand même. Et enfin, voici quelques livres qui ont changé mon regard et qui peut-être changeront le regard d'autres personnes ou l'ont déjà fait. C'est une liste non limitative, n'hésitez pas à l'enrichir, bien entendu. Voilà, de beaux jardins à tous et merci pour votre écoute. Merci Anna, c'est très intéressant. Donc voilà, les jardiniers, vous avez du travail pour maintenir la biodiversité, l'augmenter et tout en ayant le moins d'impact possible pour favoriser le climat. Alors, on a déjà une question qui est plutôt pour Anna. Quelqu'un qui demande si
le compostage de surface suffit comme nourriture pour le sol, ou est-ce que vous utilisez des apports extérieurs comme le fumier, l'engrais organique? Alors, c'est une bonne base, le compostage de surface, parce que tous les déchets verts ou de cuisine restent dans le jardin. Et là-dessus, on se cale sur ce qu'on appelle la loi des restitutions. Ce qui sort du jardin doit y retourner d'une manière ou d'une autre. Donc, on rectifie, parce qu'on forcément, on ne remet pas la courge qu'on vient de cueillir, hein. On rectifie un petit peu en mettant à l'automne, notamment au pied des arbres, du fumier et un peu de compost au moment de la plantation, proprement dit, des jeunes plants. Voilà, c'est le moment où on va rectifier. D'accord. Alors, quelqu'un qui demande si on peut remontrer la liste des ouvrages. Peut-être que dans ce cas, vous pourrez la mettre sur le site de la SNHF. Oui. Ils sont tous passionnants. Et même si on n'est pas scientifique, ce qui est mon cas, certains d'entre eux sont très, très techniques, hein, agronomie, etc. Même si on comprend que 2% de ce qu'on lit, ces 2%-là suffisent pour changer son regard sur le vivant, le sol ou le climat, etc. Et il y aura la liste, hein, je pense, sur la SNHF. Il y avait aussi quelqu'un qui avait demandé pendant la présentation d'Yvan s'il était possible de télécharger les images de votre PowerPoint ultérieurement. Mais elles sont libres de droit ou... Elles sont citées, il y a toutes les citations, donc, a priori, dans un accord de faire use, et quand j'aurai corrigé les quelques fautes d'orthographe, il n'y aura pas de droit. Je pense que... D'accord, on le proposera en téléchargement alors. Merci. Ça aussi, c'est une question pour Yvan. La plante produit plus d'oxygène que de CO2. Connaît-on la répartition CO2-O2 dans le processus? Oula, alors là, c'est une question super technique à laquelle je suis bien en mal de répondre parce que je ne suis pas bioclimatologiste. Donc, dans les ouvrages que j'ai cités, je vais m'en sortir comme ça, c'est pas courageux. Mais plutôt que dire une bêtise, je pense que vous aurez la réponse. Mais là, moi, je ne suis pas biochimiste. Hein. J'ai essayé de simplifier au maximum. Je n'ai pas la réponse. Pour Anna, toujours dans le compostage, que faire avec les épines de sapin? Est-ce qu'on peut les composter? Est-ce qu'on peut les laisser sur place? Qu'est-ce que vous avez comme conseil? Alors, c'est une question épineuse dans le sud, parce qu'on a beaucoup de pinèdes, hein, et donc beaucoup d'aiguilles de pin, qu'en faire, que ne pas en faire. Alors, premier choix qui a été fait par l'école, mais qui concerne que l'école, bien sûr, tout ce qu'on a pu récupérer de différents élagueurs, de conifères, des choses comme ça, dans les allées. Un bon géotextile, et on met ça dans les allées. Dans 3-4 ans, ces matières un peu acides, hein, vont devenir une sorte d'humus qu'on pourra intégrer de manière étalé, équilibré un peu partout dans les plates-bandes. Donc, on récupère du bon humus. On remplacera après par de nouveaux broyats, etc. Mais personnellement, en hiver, j'utilise les aiguilles de pin pour protéger les fraisiers du froid. Bon, on n'a pas beaucoup de froid, mais des fois, on a eu -4 hein, quand même ici. Donc, ça permet non seulement d'avoir une toute petite acidité, mais de protéger grâce à leurs aiguilles, en sachant qu'il faudrait beaucoup de tonnes d'aiguilles de pin pour changer le pH de notre pays à Marseille, qui est quand même un pays calcaire. Voilà. Donc, je pense qu'on peut utiliser à petite dose, de manière équilibrée, avec différents types d'autres matières organiques pour brasser. Par exemple, Jean Pin, un grand chercheur technicien, préconisait dans son compost un maximum de 10 à 20% de résineux. Voilà, ça permettait d'équilibrer avec le reste. D'accord. Ensuite, on a alors comment mieux organiser la diversité fonctionnelle dans le jardin ornemental? On manque souvent de données, notamment sur le système racinaire des espèces. À qui cette question? À celui qui veut répondre. Ok. Alors, les premières années, notre jardin-école, Yvan, hein, je vous prends la parole, pardon. Notre jardin-école avait travaillé sur le potager pur et dur et puis le verger. Et en fait, au fil des années, le jardin devient un magnifique jardin fleuri parce qu'on s'est rendu compte que plus on a de fleurs et plus on a de production. Et on n'est pas les seuls à le dire, c'est l'INRA hein, qui a fait des études de verger de pommiers avec un rucher au milieu, avec un rucher à 1 km, avec un rucher à 3 km. Et les résultats sont très parlants. Quand on a des pollinisateurs sur place, ça augmente les chances d'avoir des fruits et des légumes. Donc,
plus vous aurez de fleurs dans votre jardin et plus vous aurez de pollinisateurs. Ça, c'est pour le versant potagiste, ami potagiste. Mais madame ou monsieur qui avait un jardin d'agrément, c'est exactement la même chose. Plus vous avez de fleurs, plus vous avez de puits de sucre, de pollen, de nectar, et plus vous aurez d'insectes qui viendront vivifier votre jardin, voilà, reproduire vos plants, etc. Est-ce que j'ai répondu? Ah, au niveau racinaire. Ah, peut-être la surpopulation dans le sol. Si vous nourrissez bien, notre haie est plantée, chaque arbre est planté à 2 mètres de distance l'un de l'autre. C'est tout petit, hein, en quinconce. Mais si on nourrit bien, si un bon paillis protecteur, et si on arrose et qu'on conserve bien les eaux de pluie piégées par le paillis, vous pouvez avoir une surpopulation de jolies plantes à fleurs dans le jardin d'agrément, hein, me semble-t-il. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Yvan? Après, si je peux rajouter, le problème des racines, donc déjà, c'est le sol, Anna l'a bien dit, c'est un compartiment à protéger. Ça fait pas longtemps qu'on comprend vraiment ce qui se passe dedans. On a accès à tout ce qu'il y a dedans, et encore, puisque pendant longtemps, les micro-organismes qu'il y avait dans le sol, on arrivait à en cultiver, à en identifier 10%. Donc depuis, avec les techniques de génomique, on arrive à identifier ou au moins reconnaître des séquences, et là, on se rend compte de la diversité de tout ce qui s'y passe. Donc il peut y avoir entre les plantes entre elles, c'est comme nous, quoi, elles ne sont pas toujours très sympathiques. Donc il y a ce que j'ai évoqué pour mon striga, là il y a des substances qui sont libérées, donc les effets allélopathiques qui font, mais ça vous le savez en général, les jardiniers, ils savent quelles plantes vont ensemble et quelles plantes ne vont pas ensemble. Et souvent on dit c'est des observations de jardiniers, ça ne tient pas debout. On ne peut pas tout vérifier, et quand on vérifie, en général, les jardiniers ne se trompent pas, parce qu'ils ont observé qu'il y a des plantes qui ne vont pas ensemble, et elles ne vont pas ensemble souvent parce qu'elles se battent dans le sol, si je puis dire, pour la conquête de l'espace, en émettant des substances qui peuvent être toxiques. Et donc, dans mon cas africain, c'est utiliser la capacité agressive des racines de Desmodium pour éliminer les graines de striga qu'on peut pouvoir. J'ai une autre question sur le désherbage. Alors là, la question concerne les grandes surfaces. Quelles sont les solutions lorsque la surface est trop importante et qu'il est difficile d'envisager le binage? Alors, là, on est bien d'accord qu'on parle des jardins amateurs, hein, donc ce sont souvent des petites surfaces. Alors, si c'est la chance d'avoir un immense jardin, bon, bah, effectivement, il y a plus de travail et je crois que l'élément numéro 1, c'est l'huile de coude, toujours. Par exemple, au jardin d'école, on n'utilise aucune machine, aucun truc, voilà, tout se passe à la main. Lorsqu'on est vraiment très, très ennuyé par une lasagne qui a été envahie par le chien dent ou autre chose, eh bien, on décrète qu'elle se met au repos. Donc, on va pailler, voire même mettre un voile noir et on la laisse se reposer 6 mois. Et après, c'est beaucoup plus facile d'arracher le chien dent sur cette petite surface. Est-ce que c'est jouable chez notre internaute en mettant une grande surface au repos, en la couvrant, en plus avec des éléments nutritifs, ce qui fait qu'il y a toute une vie microbienne qui, dessous le voile noir, peut s'agiter? Je ne sais pas. Là, après, on touche au monde des maraîchers, c'est encore une autre problématique. Je ne suis pas La solution, elle va aussi dépendre de l'allée, si elle est gravillonnée ou pavée. Mais effectivement, l'interdiction des produits, des pesticides fait que souvent, les allées qui fonctionnaient bien avant, ben, il faut changer de méthode et à l'utilisation, en fait, on voit les endroits qui n'ont pas forcément besoin d'être désherbés. Par exemple, si l'allée fait la taille de... C'est une allée pour les voitures, les endroits qui sont quotidiennement utilisés par la voiture ou par les piétons vont être désherbés naturellement et les parties qui étaient, entre guillemets, en trop, en plus pas nécessaires, elles vont s'enherber naturellement et peut-être que la solution, c'est de ne pas lutter, quoi. Franchement, il y a des géotextiles dans le commerce de très bonne qualité, 400 grammes au mètre carré, donc c'est vraiment du géotextile de professionnel. Ça vaut vraiment le coup de le mettre en dessous de ces graviers ou du broyat ou je ne sais quoi. Et la durée de lutte contre les envahissantes est assez longue, hein. Nous, on le constate de temps en temps, il y a toujours un liseron qui arrive à se mettre là-dessus. Ok, très bien, on l'arrache à la main. Et sinon, c'est vachement joli, hein. Ça marche bien. Alors, quelqu'un qui demande
qui dit, vous plantez dans le jardin à Marseille des plants plutôt que de faire les semis directs. Est-ce que vous l'appliquez à tous les légumes, même les carottes, les betteraves? C'est l'exception, les carottes. Voilà. Les carottes, si on les plante, on n'arrive pas à les transplanter, elles ne prendront pas. Mais les betteraves, par contre, on peut très bien, quand on les démarie, on peut très bien les replanter à côté, ça repart. On peut même le faire avec les haricots. Longtemps, on a dit non, ou les petits pois. Si on y va précautionneusement, avec des doigts de jeune fille en fleurs, une petite fourchette, on peut effectivement replanter. Mais les petits pois, ça va. En fait, on plante plus de fabacées que nécessaire. Et dans le lot, il y en a toujours quelques-uns qui se font boulotter par les limaces, mais il en reste amplement, de manière amplement suffisante. Oui. Donc, à part les carottes, tout le reste quasiment, oui, les petits pois, les fabacées, tout le reste, on peut les transplanter à partir de la table de semis. C'est la période actuellement, c'est ce qu'on fait. Et la table de semis, une suggestion, entourer les pieds avec un fil de cuivre. Les escargots détestent ça. Et on en trouve très, très peu qui montent boulotter nos jeunes plantes. Peut-être il y en a un ou deux qui passent, on les appelle des MacGyver, et puis on les rejette dans le jardin. Une question aussi sur le compostage, toujours, avec les lauriers palmes. Est-ce que ça se composte? C'est quoi un laurier palme? Je connais le laurier rose, le laurier sauce, le laurier cerise, le laurier thym. Alors, je ne suis pas compétente. Peut-être que Yvan, avec son expérience internationale, pourra dire. Je ne vois pas. Mais après, pardon? Je ne vois pas ce que c'est. Mais a priori, le principe, c'est que tout ce qui est vivant doit pouvoir être détrituré. C'est comme ça. C'était prévu par la nature depuis 3,8 milliards d'années. Donc, si c'est dans un contexte qui s'y prête, avec humidité, prédateurs, vie microbienne forte, tout se détriture. Mais il ne faut pas qu'il y ait forcément que la même nature de matière organique. Il faut mélanger peut-être avec un peu de fumier pour activer la vie microbienne, avec des feuilles de, je dis n'importe quoi, de châtaignier si elle se détriture bien. Voilà. Il faut tout mélanger, voire même le broyer un petit peu pour aider la relance des bactéries. Puis, il me semble que presque tout doit pouvoir se détriturer. Dans le compost, nous, on met les peaux d'orange, on met tout ça, ça devient très vite vert. Oui, c'est ça. Le laurier palme, c'est le laurier qui est utilisé pour faire les haies. C'est le laurier cerise, c'est pareil. Ah, le laurier cerise. Ça doit se détriturer comme le reste, il n'y a pas de raison. Mais peut-être en aménageant les conditions. Anna, toujours, votre terre est-elle suffisamment labourée par les vers de terre ou utilisez-vous avant plantation la grelinette? Nous avons une grelinette, nous l'avons achetée pour montrer ce que c'est, et en fait, on ne l'utilise pas vraiment, non. Si, samedi dernier, ça a été utilisé avec les stagiaires, parce qu'il y avait beaucoup de chiens dedans, donc on l'a utilisé. Sinon, la binette pour enlever le plus gros, et à la main, les tout petits outils de main, à genoux, en papotant gaiement, voilà. Mais c'est un jardin qui fait 550 mètres carrés, donc il faut bien sûr garder une mesure. Voilà, c'est facile en groupe de travailler, dans la convivialité, de réaliser beaucoup de bonnes choses, avec très peu de moyens, si ce n'est de l'huile de coude. Et la grelinette est très appréciée dans la littérature jardinière, donc on en a acheté une. Mais voilà, pas plus que ça, pas moins que les autres, un petit peu, c'est tout. Quelqu'un demande si vous conseillez l'utilisation de la poudre de basalte. Alors, je ne sais même pas ce que c'est. Ça règle la question. Yvan, au secours. De basalte. Basalte. J'imagine que c'est la roche volcanique, ouais. Je ne sais pas ce qu'on en fait. La pouzzolane, des choses comme ça. En fait, on constate que les jardiniers, souvent, ont envie de changer leur terre. Et si je rajoutais du sable? Et si je rajoutais de ci? Et si je rajoutais de ça? Alors que peut-être, ce serait intéressant de partir de ce qu'on a, les feuilles mortes, les déchets, la terre qui nous est donnée, et avec celle-ci, la faire avancer, sans acheter peut-être des choses trop chères ou compliquées, ou faisons simple, faisons local, peut-être. Mais ceci étant, je ne sais pas du tout ce que c'est que cette terre de basalte. La dernière question. À Marseille, il y avait un chemin avec des poteries tout au long du chemin. Quelle était l'utilité? Alors, je parlais d'esthétique, vous savez, à un moment donné. Et en fait, on avait trouvé ce lot de pots, là, il y en a 300 ou 400, et ça permet de dessiner les allées, de poser à certains endroits. Voilà. C'est juste un petit clin d'œil joli qui peut nous servir, effectivement, pour planter quelques petites plantes si on en a besoin sous la main, quoi. C'est juste joli. Et c'est important, ce qui est joli. Voilà.
Très bien, j'ai fait le tour des questions, je crois. Et puis, il est l'heure de clôturer ce webinaire. Merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions très intéressantes. Merci aussi aux personnes connectées d'avoir volé à notre secours pour le laurier palme. J'ai eu plein de, j'ai eu plein de commentaires. Nous avons appris quelque là-dessus. chose. Laurier cerise, Voilà. donc, ok. De basalte aussi. Et la poudre de basalte, ouais. Volcanique, donc, ok. Et voilà, nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour le prochain webinaire. En attendant, nous avons enregistré ce webinaire et nous le diffuserons sur notre chaîne YouTube. Ce sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur le site Jardiner Autrement prochainement. Voilà. Et ben, merci beaucoup et puis au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci pour votre aimable accueil et votre aimable attention. Merci. À bientôt.